Bonjour Michel Fer. Bonjour. Vous êtes philosophe, un pied à Paris, un pied à New York, où vous avez fondé la maison d'édition Zone Books. Et vous publiez Le temps des investis en version anglaise, votre essai sur la nouvelle question sociale, un essai majeur dans la réflexion sur les nouvelles formes de rapport entre le capital et le travail. Et vous dites, la question n'est plus la question du salariat, la question c'est d'être investi, c'est d'être l'objet d'un investissement. Alors, en quoi est-ce que l'allocation du crédit aujourd'hui est devenu le véritable levier des rapports entre le travail et le capital? Alors, c'est un lieu commun de dire qu'il y a une financiarisation du capitalisme depuis 20 ans, 30 ans. Quand on dit ça, on n'est pas très original. Mais la question était de savoir qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique dans le fonctionnement du capitalisme et qu'est-ce que ça implique aussi du point de vue de la résistance au capitalisme pour ceux qui trouvent que le capitalisme financiarisé n'est pas tellement attractif, même si l'attractivité est son critère essentiel. Donc voilà, je me suis posé la question, je ne suis pas le premier évidemment, sur qu'est-ce que signifie cette financiarisation, qu'est-ce que ça modifie. Alors la financiarisation, ça peut se mesurer de plusieurs manières. On peut y voir la croissance du secteur financier lui-même, la croissance ou la part prépondérante des profits faits par le secteur financier par rapport aux autres secteurs, mais on peut aussi voir la part de plus en plus grande des profits financiers par rapport au cash flow et au profit commercial fait par les entreprises non financières. Tout ça est très pertinent et va dans le sens d'un transfert des ressources du travail vers le capital. Ça, c'est la critique de la financiarisation qui est faite d'habitude. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus fondamental encore, qui est un peu l'envers de ce transfert, et qui est le fait que s'il y a financiarisation, s'il y a hégémonie des marchés financiers ou plus généralement des investisseurs, ça veut dire que ceux qui sont aux commandes du capitalisme aujourd'hui sont les investisseurs, donc. Et les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur travail spécifique? Leur travail spécifique, c'est de sélectionner les projets qui méritent investissement. Hein. Donc, d'une certaine façon, on se déplace d'un moment du capitalisme industriel où les employeurs, les entrepreneurs, les grandes entreprises décidaient de la part du produit ou essayaient de décider d'avoir la main mise sur la part du produit qui revenait au capital par rapport à celle qui revenait au travail, à un stade du capitalisme où essentiellement ceux qui sont aux commandes sont ceux qui décident ce qui mérite d'être produit. C'est ça le pouvoir particulier des investisseurs. Ce qui veut dire que pour ce qui est d'une résistance au capitalisme du coup, il s'agit de se poser la question de qu'est-ce qui résiste à ce pouvoir-là, qui peut résister à ce pouvoir-là, et ça implique un autre vis-à-vis, puisque dans les luttes sociales à l'époque du capitalisme industriel, c'était des luttes essentiellement autour de la distribution du produit du procès de travail. Donc la question est de savoir quelle part allait aller au capital, quelle part allait aller aux travailleurs, quelle part allait être réinvestie, et les luttes sociales se jouaient là-dessus. Alors à qui il faut s'adresser maintenant du coup? Alors, il s'agit donc de s'adresser aux investisseurs, puisque c'est eux qui décident de quel projet vaut la peine de recevoir des investissements, qu'il s'agisse d'un projet entrepreneurial, mais qu'il s'agisse aussi d'un programme public, qu'il s'agisse même d'un projet individuel, qu'il s'agisse par exemple de gens qui veulent créer leur start-up, mais qui veulent aussi acheter une maison, ou parfois simplement survivre, puisque le crédit commercial s'est étendu par là. Donc ça signifie que il s'agit de s'adresser aux investisseurs, et les investisseurs ne voient pas la même chose que les employeurs. Les employeurs, c'est la base du capitalisme libéral et du capitalisme industriel. Les employeurs ont constitué en face d'eux des travailleurs, le fameux travailleur libre dont parle Marx, c'est-à-dire des gens qu'ils considèrent comme des commerçants, c'est-à-dire des gens qui vendent la seule marchandises à leur disposition, c'est-à-dire leur force de travail. Et l'égalité formelle, comme disaient les marxistes jadis, se joue entre des gens qui sont tous
qu'ils soient employeurs ou employés, des propriétaires de marchandises qui essayent de vendre les marchandises qu'ils possèdent au meilleur prix en achetant les marchandises dont ils ont besoin au moindre coût. Et ça, c'est l'égalité dans ce libéralisme-là, dans ce capitalisme libéral-là. Le capitalisme financiarisé, ou en tout cas les investisseurs, eux ne voient plus des commerçants en face d'eux, mais ils voient des projets, ou des porteurs de projets. Et des porteurs de projets dont il faut se poser la question de savoir si ils méritent ou non investissement. Et ça implique un grand changement. Parce que ces projets, encore une fois, ça peut être des entreprises, ça peut être des États, ça peut être des individus. Bien. Et du coup, ces entreprises, ces États, ces individus sont jugés du point de vue de la promesse qui est inscrite dans leur projet. Et c'est à cette promesse que l'on va apporter un certain crédit, ou pas. Ce qui veut dire que le règne des marchés financiers, le règne des investisseurs, change, je dirais, la métrique. Les marchés traditionnels, et notamment le marché des biens et services, mais aussi le marché du travail, fonctionnaient au prix. Tous les économistes savent ça, c'est le premier cours qu'on apprend, c'est la mécanique du prix, avec l'idée qu'on a des acteurs économiques qui négocient au meilleur prix les marchandises qu'ils ont et qu'ils veulent vendre, et on arrive à ce prix du marché, au prix d'équilibre. Bien. Les marchés financiers, Keynes le disait déjà, ne fonctionnent pas au prix, mais à la notation, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que on est noté sur quoi? Sur la valeur de projet que l'on représente. Et ça, c'est la valeur en capital. C'est la valeur capitalistique. Ce qui veut dire que les entreprises, les États et les individus sont jugés ou essayent eux-mêmes d'être jugés à la valeur de leurs actifs, à la valeur capitalistique de leurs actifs, et non plus en essayant de maximiser leurs revenus par le meilleur prix possible. Et ça, c'est un véritable changement d'univers, un véritable changement de monde. Alors dans ce nouveau monde, vous dites qu'il y a de nouvelles formes de contestation qui consistent à contester le pouvoir, par exemple, des créanciers. Il y a Occupy Wall Street, par exemple. Il y a des gens qui veulent racheter les dettes, etc. Des gens qui ont été expulsés de leur maison aux États-Unis, par exemple. Il y a aussi des modes d'organisation, par exemple, coopératifs. Vous parlez en Espagne, à Barcelone. Et il y a des façons d'être actifs dans la sphère des travailleurs ubérisés. Donc, vous appelez finalement à regarder ces parties qui ne sont pas les plus nombreuses de l'effectif du travail et ces nouvelles façons d'agir comme étant les plus prometteuses que, par exemple, l'action syndicale traditionnelle aujourd'hui? C'est-à-dire que, encore une fois, le livre procède largement par analogie, n'est-ce pas? À l'époque du capitalisme industriel, quand le mouvement ouvrier se met en place, quand le mouvement syndical se met en place, il procède de deux manières simultanées. D'une part, il y a une critique fondamentale, une critique radicale de cette subjectivité qui est imposée aux travailleurs d'être pris comme des commerçants en force de travail. Hein? Donc, c'est ce que fait Marx, c'est ce que fait le mouvement ouvrier marxiste après lui, c'est de montrer que cette constitution du travailleur en travailleur libre, propriétaire de sa force de travail, est la condition même de l'exploitation. Bien. Mais en même temps, pour parler comme quelqu'un qui préside un pays pas loin d'ici, en même temps qu'il y a une critique radicale de cette condition de travailleurs libres, que font les syndicats? Que fait le mouvement ouvrier? Eh bien, ils créent donc des syndicats, c'est-à-dire des associations de travailleurs libres qui s'approprient leurs conditions pour essayer de faire quoi? De faire monter le prix de la marchandise qui est la seule qu'ils possèdent, à savoir leur force de travail. Bien. Donc il me semble que si aujourd'hui on se dit que le capitalisme est essentiellement dirigé non plus par les employeurs, mais par les investisseurs, eh bien, il s'agit de faire un travail analogue. C'est-à-dire, d'un côté, de critiquer radicalement ce pouvoir que se sont arrogés les investisseurs, de décider par leur notation perpétuelle ce que valent les différents projets, qu'il s'agisse de projets entrepreneuriaux, de projets individuels ou de projets publics. Donc il s'agit de faire cette critique de cette hégémonie-là, mais en même temps, il s'agit de s'approprier sa condition d'investi, c'est-à-dire d'agent économique,
d'acteurs sociaux en quête d'investissement, en quête de crédit, pour essayer de faire quoi? De modifier non plus tellement la distribution des profits, mais l'allocation du crédit. C'est-à-dire de se poser la question de qui mérite le crédit et pourquoi. Donc de jouer là-dessus. Ce qui veut dire que, alors que le mouvement ouvrier était un mouvement qui fonctionnait essentiellement à la négociation, il s'agissait de négocier sur le prix du travail en l'occurrence, le mouvement des investis va plutôt jouer à la spéculation, puisqu'après tout, la valeur d'une action, d'une obligation, de quelque titre que ce soit, se joue à la spéculation. Il est fonction, Keynes le disait bien, de l'opinion que les investisseurs ont, de l'opinion des autres investisseurs sur ce projet. Donc on est dans un jeu spéculatif. La valeur capitalistique, elle est fonction d'un jeu spéculatif. Donc il me semble que de la même manière que les syndicats étaient entrés dans le jeu de la négociation sur le prix, il s'agit d'entrer dans le jeu de la spéculation sur la notation pour faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes projets qui soient bien et mal notés. Et ça signifie quoi? Ça signifie d'une part, au niveau des entreprises, de se constituer en espèce d'agence de notation alternative pour faire en sorte que les projets entrepreneuriaux ne soient pas notés selon les mêmes critères et de la même façon. Mais ça signifie aussi de faire en sorte, pour les citoyens, de se constituer en investis pour essayer de modifier l'allocation du crédit, puisque de même que les entreprises sont essentiellement dépendantes de leur valeur actionnariale, c'est-à-dire de la valeur de leurs titres, de même, les États sont de plus en plus dépendants de la valeur de leur dette publique sur le marché secondaire, c'est-à-dire de leurs bons du Trésor. Et donc, les États se sentent de plus en plus dépendants de leurs créanciers financiers aux dépens de leurs citoyens que l'on pourrait imaginer comme des créanciers sociaux, c'est-à-dire des gens envers lesquels les États sont engagés. Donc il s'agit pour les citoyens de s'approprier cette condition de créancier social de l'État, puisque l'État s'est engagé vis-à-vis d'eux, pour modifier l'allocation du crédit. Et c'est en ça que vous parliez d'Occupy, mais au-delà d'Occupy, il y avait des mouvements qui se sont constitués par les vétérans d'Occupy, les rescapés d'Occupy, une fois que le mouvement s'est effiloché, et qui avaient notamment lancé ce mouvement qui s'appelait le Strike Debt, et en particulier ce qu'ils appelaient les debt collectives, donc les collectifs d'endettés. Et l'idée, c'était de constituer des collectifs d'endettés suffisamment larges pour agiter la menace de leur défaut et de se constituer, en gros, en banque too big to fail, c'est-à-dire en banque trop grosse pour faire défaut. Et donc de renverser l'argument. Exactement. On l'a compris. Michel Feher, merci beaucoup. Et pour en savoir plus, le temps des investis. Merci.